Bonsoir à tous, bienvenue dans cette belle salle du Crédit Mutuel pour notre conférence Bien vieillir chez soi avec les autres. Cette fois-ci, pour les 10 ans, ça fait 10 ans que l'association Bien vieillir en Mayenne existe. Et pour cette conférence, on a fait un modèle un petit peu différent des autres. On a pris des stars locales. Pour débattre sur ce sujet important, parce qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et 92% des Français souhaitent vieillir chez eux. Donc, vaste sujet. Et je vais rapidement leur laisser la parole en leur demandant qu'est-ce que c'est que bien vieillir chez soi ? Qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir chez soi ? Si vous voulez bien commencer, Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Donc Olivier Pivoteau, je suis médecin généraliste à l'Espace Saint-Julien. Est-ce qu'on m'entend bien là ? Ok. Est-ce que c'est mieux là ? Ouf. Donc Olivier Pivoteau, je suis médecin généraliste à l'Espace Saint-Julien dans le centre-ville de Laval et j'y suis installé depuis 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce que bien vieillir ? Et ben, comme médecin, on va forcément penser d'abord à la santé physique. Est-ce que bien vieillir, est-ce que ça va rester en forme ? Ça va être continuer de bien pouvoir entendre, pouvoir voir. Ce sera le premier réflexe du médecin, enfin, comme médecin, ce premier réflexe, c'est aussi être en sécurité. Je pense qu'on va parler plusieurs fois de la sécurité ce soir. Et c'est de vieillir en sécurité chez soi. Et une fois qu'on est en sécurité, vieillir avec les autres, avec ses proches, là où ils sont. Et c'est une fois qu'on est en sécurité qu'on a un espace de liberté qui va se déployer, je pense. Bonjour à tous et à toutes. Donc Aurélie Maillet, conseillère départementale en charge du grand âge, aux côtés de Corinne Segretin, la présidente de la commission. Bien vieillir, c'est une très bonne question. Pour nous au département, bien vieillir, c'est déjà avoir le choix de vieillir là où on veut, quand on veut. Et pour nous, département, c'est d'accompagner les personnes dans leur quotidien, chez elles, en essayant de réfléchir à tout ce qu'on peut avoir demain, avec toutes ces cultures qui avancent. Il y a quelques années, on partait à la retraite et on vivait une dizaine d'années. Aujourd'hui, on peut vivre longtemps. Notre doyenne a 112 ans. Elle était encore chez elle il y a quelques mois. Elle vient juste de rentrer en EHPAD et à 112 ans, la doyenne mayonnaise, elle était chez elle sans aide à domicile, avec uniquement ses enfants à proximité qui l'accompagnaient dans son quotidien. Je pense que pour elle, c'était bien vieillir. Aujourd'hui, elle a fait le choix de rentrer en structure. Elle y est aussi très heureuse. Mais on pourra développer tout ça plus tard. Bonsoir à tous. Moi, je suis Joanne Coffling, je suis la directrice de l'agence Petit-Fils qui a ouvert à Laval en hypercentre il y a bientôt 2 ans. Alors pour moi, bien vieillir, c'est évidemment être bien dans son corps. Voilà, je pense que c'est la base de toute vie épanouie. C'est aussi continuer à pouvoir faire tout ce qui a nourri sa vie, en fait, tout ce qui a fait les délices de la vie au quotidien. Alors peut-être différemment, parce que le vieillissement fait que les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. Et puis peut-être pour compléter aussi ce qui a été dit, bien vieillir, c'est aussi se projeter, anticiper les choses, préparer la suite de la manière la plus sereine possible. Et pour ça, être entouré des bonnes personnes et pouvoir aborder tous les sujets avec des personnes bienveillantes, empathiques et aborder la suite avec la plus grande sérénité possible. Bonsoir à tous, donc Geoffrey, je suis directeur de l'agence Dom et Vie à Laval depuis 2 ans aujourd'hui. Comment rebondir ou argumenter en plus avec 3 personnes qui viennent de passer devant moi, compliqué, mais voilà, si je dois dire quelque chose, comment bien vieillir chez soi en Mayenne aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir allier confort, sécurité, autonomie et bien sûr avec toujours du lien social.
C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit s'enfermer chez soi ou qu'on doit avoir peur de sortir. Il existe tellement de choses aujourd'hui en Mayenne qui font qu'on peut se réjouir de vieillir en Mayenne. Et c'est hyper important. Donc voilà. Merci. Merci à chacun. Juste avant de poursuivre, on voulait vous permettre tout au long de la conférence de poser vos questions. Vous voyez un numéro de téléphone portable affiché en haut de l'écran, si vous arrivez à le voir. On passera aussi le micro à la fin, mais pour ceux qui sont plus à l'aise de le faire par écrit, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions tout au long de la soirée et on vous donnera la parole après. L'idée étant d'avoir un échange d'abord entre nous et ensuite un échange avec vous. Voilà. Pour poursuivre, par rapport à ce que vous venez de dire, chacun sur le bien vieillir, moi, ce que je retiens, c'est que c'est à la fois une question d'attention personnelle à soi, mais aussi une question de contexte. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, les uns et les autres, ce contexte au niveau sociétal par rapport au grand âge? Est-ce qu'il est vraiment favorable au vieillissement? Aurélie, peut-être? Je commence. Alors, au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que déjà, en Mayenne, et je pense sur d'autres territoires en France, on va avoir une grande évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos aînés, par exemple, qui sont en structure médico-sociale, qui vont avoir 90 ans et plus, ont généralement entre 5 et 12 enfants. Dans quelques années, les familles seront avec un peu moins d'enfants, on aura plutôt 1 à 3 enfants, et on commence déjà à remarquer que les enfants ne sont plus forcément juste à côté de leurs parents. Donc comment on fait pour continuer de vieillir en toute sécurité chez soi? Et c'est pour moi le premier point. C'est pas un frein, hein. Au contraire, on est là ce soir pour en débattre et pour en parler. Il y a plein de choses qui existent, mais il y a encore une méconnaissance, puisqu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, en fait, on ne se posait pas la question. On était chez soi, ça allait plus, on allait, souvent on disait, à la maison de retraite d'à côté. D'ailleurs, maison de retraite, EHPAD, résidence autonomie, colocation, il n'y a pas grand monde qui fait la différence aujourd'hui. Quand je parle avec les aînés, souvent on me dit « Ah oui, mais c'était quoi, la Madame Maillet? Vous avez parlé de quelque chose? Je ne connais pas ça. » Moi, je pensais qu'on était forcément en EHPAD. Mais non, en fait, il existe plein de différents chez soi. Et ce chez soi, il ne faut pas que ce soit un tabou demain. Ça, je pense que c'est le premier point. Donc, comment on aborde tout ça? En famille, sereinement, déjà avec son conjoint, quand on a encore la chance d'avoir un conjoint. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour venir en parler, ou un fait grave pour venir en parler. Comment on aborde ça dans notre quotidien de... pas tous les jours, mais presque, être capable de se dire, eh ben, demain, tiens, si je pars en premier, tu fais comment? Tu vas avoir peur de garder la maison ou pas? Parce que, en fait, moi, je m'en fiche. Si tu veux vendre la maison, c'est pas grave. Puis les enfants, c'est pas eux qui vont choisir. L'essentiel, c'est que toi, tu te sentes bien. Ça, c'est des sujets qu'il faut aborder. Parce que si on les a pas abordés, c'est un poids, en fait, qui reste sur les épaules de la personne qui reste. C'est toujours se dire, on va bien tous les deux, on verra. Il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, mais on a aussi une majorité de Français où la vie s'arrête du jour au lendemain parce que notre cœur, il dit stop. Et ça fait aussi partie des belles morts quand on a 90 ans ou 100 ans. Voilà. Peut-être le premier point sur le côté sociétal. Je rajouterais simplement que la notion de vieillissement dans la société, elle apparaît très tôt. Hein, si on sort un peu du... On n'entend pas ? Plus proche. Plus proche ? Ok. Si on sort, si on se projette par exemple dans l'environnement de l'entreprise, à partir de 45 ans, voilà, on peut commencer déjà à avoir des premiers signaux renvoyés par l'employeur sur une certaine forme de vulnérabilité, pour le dire d'une certaine manière. Donc la société, elle a encore beaucoup de progrès à faire sur ce sujet-là et à un âge très, très prématuré finalement. Ouais, je rebondis un petit peu aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même eu une grande évolution dans la société. Comme disait Aurélie tout à l'heure, il y a 10-15 ans, c'était en maison de retraite. Aujourd'hui, il existe tellement de choses pour bien vieillir, énormément d'acteurs pour vous accompagner, pour accompagner les personnes, parce qu'encore une fois, bien vieillir chez soi, c'est à partir de quel âge ? Il n'y a pas réellement d'âge. Aujourd'hui, on met un mot sur les seniors qui ont 60 ans. Mais en soi, on peut commencer à vieillir à partir de 50 ans, à partir de 40 ans, à partir de 30 ans. Même à partir de 20 ans, on vieillit, parce qu'on passe des études au monde du travail. Donc ça, c'est vieillir. Donc en fait, faut relativiser, il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, qui sont déjà arrivées, qui sont importantes à dire, en tout cas. Voilà.
Moi, j'allais dans le même sens que Geoffrey. Alors, mon point de vue sociétal, c'est la somme d'individualité des patients que je reçois. Mais je pense qu'aujourd'hui, entre maintenant et il y a 10 ans, le désir des Français de vouloir vieillir chez eux est plus facilement entendu. Je pense que par les institutions, par le corps soignant aussi. La manière qu'on a ce qu'on appelle un virage ambulatoire dans les soins, où on va avoir moins d'hôpital et plutôt plus de villes, je pense qu'en parallèle, on a quelque chose qui s'intègre petit à petit sur l'idée qu'il n'y a pas chez soi et forcément la maison de retraite et forcément rapidement. En sachant qu'aujourd'hui, chez soi, ça peut tout dire, c'est-à-dire que on associe beaucoup le bien vieillir au fait de vieillir chez soi, dans sa maison dans laquelle on a toujours vécu, souvent, mais il existe aussi d'autres solutions. Et derrière, c'est justement cette question, savoir comment associer ce chez-soi à quelque chose de plus large que ses propres murs, finalement. Et ça pose notamment la question de l'habitat. Il est vrai que dans cette question du choix de où est-ce que je souhaite vieillir, finalement, la relation aux autres, elle est fondamentale. Parce qu'en fonction de la personnalité de la personne, eh bien, elle va être plus enclin à rester à son domicile parce qu'elle y a ses proches, parce qu'il y a un passage régulier de personnes qui vont lui permettre de garder du lien social, ou au contraire, sur une personnalité beaucoup plus extravertie, elle va trouver plus d'épanouissement à se situer en résidence ou en maison médicalisée. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a que des choix personnels, même si en effet... Muriel, tu l'évoquais en introduction, statistiquement, la très grande majorité des seniors ont ce choix intime de rester chez eux parce qu'ils y ont leur histoire, ils y ont leur intimité, ils y ont leurs repères, et pour eux, c'est une forme de continuité naturelle. Mais voilà, on a tous les schémas et il n'y a pas une règle et une bonne solution. Et est-ce que c'est toujours un choix libre et heureux de rester chez soi ? Geoffrey, peut-être. Est-ce que c'est un choix libre, heureux ou pas ? En fait, encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on n'anticipe pas, si on ne prévoit pas ce genre de choses, ça peut très rapidement devenir quelque chose qu'on ne décide pas. Et du coup, on n'aura pas cette chance de pouvoir avoir le bonheur de choisir. Prévoir, encore une fois, ça permettra surtout d'assurer les arrières de notre entourage, des personnes de confiance, mais surtout de leur faire comprendre que on peut aller en maison de retraite, on peut aller dans un EHPAD, on peut aller dans une coloc, on peut aller un peu partout. Tant que c'est prévu, tant que c'est vu avec ses proches, il n'y aura pas de souci à avoir. Et du coup, vieillir aujourd'hui, en Mayenne, chez soi ou ailleurs, doit être... pas jouissant, mais on doit être heureux en fait de savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire plus tard. C'est assumer un choix de vie finalement. Ouais, exactement. En fait, c'est être acteur de sa vie. Être acteur de sa vie, c'est anticiper, prévoir, comme on vient de dire. Donc effectivement, attendre le dernier moment parce qu'on a peur de vieillir, hein, c'est qu'on est d'accord que aujourd'hui, on n'a pas envie de vieillir. Hein. Vieillir, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Mais être acteur de sa vie, c'est rester heureux et en fait connaître en grande ligne notre futur. Aurélie ? C'est peut-être aussi dans l'environnement familial peser les mots, faire attention à chaque mot qui peut par moment avoir des conséquences, c'est-à-dire on peut, en tant qu'enfant, à un moment donné, on est en milieu rural, beaucoup se sont mariés presque dans la ferme, on allait dans le champ, on avait les grandes tablées et c'était le mariage. Et à un moment donné, en tant qu'enfant, c'est de dire peut-être ce petit mot maman, tu vas pas partir, je me suis mariée ici, qu'est-ce que c'était bien. Et il y a tous ces souvenirs en fait. Donc à quel moment on arrive à se poser, parents déjà
en couple, entre soi et parler. Et après, avec les enfants, être capable de se dire, oui, ici, on a vécu des beaux moments, on a vécu aussi des moments moins bien, on a connu beaucoup de choses, mais ces souvenirs, on les emmène avec nous. Et moi, pour vivre sereinement, parce que là, je pense que c'est le docteur qui va pouvoir en parler plus, mais quand on a une insécurité qui arrive, quand on se sent pas bien et qu'on se fait des peurs, ce qu'on appelle les terreurs nocturnes, des moments comme ça où, d'un point de vue cognitif, on se sent moins bien, eh bien derrière, c'est tout ça qui peut engendrer une perte d'autonomie. Donc si ces mots n'ont pas été changés posément, calmement, dans un petit dimanche en famille où on discute sous un arbre en plein été, et voilà, on prend le temps d'échanger tout ça sans... On n'est pas là pour avoir une réponse ce jour-là, on est là pour essayer d'échanger, essayer de comprendre ce dont le maman ou papa a besoin, et en aucun cas de penser à la place d'eux. Parce que oui, en tant qu'enfant, on a nos souvenirs, on a notre façon de penser, mais chaque mot, je pense, peut peser. Je pense que dans le cadre de la question d'Antoine, est-ce que c'est toujours un choix heureux ? Je pense qu'effectivement, il faut se donner les moyens de choisir. Et chacun aura son projet de vie, chacun posera ses choix. Et il faut pouvoir se donner les moyens de choisir. Donc c'est effectivement beaucoup prévoir les choses. Moi, je parle beaucoup des dossiers via trajectoire à mes patients. Et le but est de le remplir le plus tôt possible, de commencer à repérer, à discuter, à échanger sur certaines structures avec lesquelles on sait qu'on sera bien, d'aller commencer à visiter. Parce qu'une fois qu'on sait que s'il se passe quelque chose, on ne sera plus dans l'urgence, on aura anticipé les choses. Je pense qu'il y a une sérénité qui se fait, il y a une sécurité qui se fait, et qui permet du coup de rechoisir est-ce qu'on va rester chez soi, et on peut parfois pouvoir rester chez soi plus sereinement parce qu'on sait qu'on aura pris contact avec des associations, des auxiliaires de vie s'il y a besoin, on saura accueillir à un endroit s'il y a besoin. Et en sachant que rester chez soi, on entend souvent aménager son habitat pour justement prévenir des dépendances éventuelles. Mais il y a aussi la question de rendre son habitat vivant, c'est-à-dire toute cette question du lien social, du lien avec l'extérieur. Comment est-ce que vous voyez les choses avec votre expérience au quotidien ? Alors effectivement, vieillir, c'est un processus naturel qui est graduel et qui est progressif. Et quelque part, on vieillit dès la petite enfance. La vie n'est faite que de deuil, finalement. Donc, ça reste un processus naturel. Donc, il faut quand même aussi positiver sur ce... Voilà, vieillir, c'est aussi vivre, du coup, et acquérir de l'expérience. Ce vieillissement, en fait, il atteint la perte d'autonomie. Donc, la perte d'autonomie, elle va toucher différents sujets qui vont aller de la mémoire, la mobilité, parfois l'alimentation, etc., etc. Mais tous ces éléments-là sont des éléments qui sont anticipables et qui doivent être abordés le plus tôt possible parce que par expérience, plus la décision est anticipée et prise tôt, plus la personne va rester actrice de sa vie. Plus la personne est en bonne condition, plus elle va être maître de ses choix et rester finalement acteur de ses décisions. Et pour ça, eh bien, il faut qu'elle puisse partager ses craintes, partager parfois ses angoisses et le faire avec des personnes qui vont pouvoir l'encadrer, avec toute la bienveillance qui s'impose et avec laquelle elle va pouvoir évoquer des sujets qui parfois peuvent être difficiles d'évoquer avec les proches, avec la famille. Parfois, le fait d'introduire un tiers aide énormément parce qu'évidemment, il est plus facile sur certains sujets, dès lors où on est dans la confiance, de partager des difficultés ou des questionnements ou des angoisses avec un membre extérieur. Après, en ce qui concerne, pour rejoindre ta question, la question de l'environnement et de la sécurité, eh bien là encore une fois, tout cela peut s'anticiper puisque en fonction des difficultés que la personne va rencontrer, elle va pouvoir savoir avec des avis éclairés, des bons conseils qu'il va falloir mettre en œuvre pour prolonger l'autonomie. Parce qu'en fait, l'enjeu, quel est-il ? L'enjeu, il est de rester chez soi pour ceux qui ont décidé de rester chez eux. Ça induit quoi ? Ça induit d'une part de maintenir son degré d'autonomie et ça induit également de limiter les risques liés au vieillissement. Je pense notamment aux risques de chute qui sont les plus redoutés.
Maintenir son autonomie, ça veut dire en fait garder son autonomie le plus longtemps possible. Et on perçoit souvent l'aide extérieure comme une personne qui finalement va venir faire à sa place. Et ben, en réalité, c'est tout l'inverse. La personne extérieure, qu'elle soit en structure, qu'elle soit au domicile, le professionnel qui va venir accompagner la personne en phase de perte d'autonomie, va être là pour l'aider à prolonger ses gestes, à aucun moment pour faire à sa place. Et à partir du moment où la personne a compris ça, elle a toutes les chances de réussir, en ce sens qu'elle ne va pas se sentir en danger personnellement sur sa capacité à décider et à prendre des décisions pour elle-même. Elle va continuer à prendre toutes ses décisions pour elle-même, mais elle aura le soutien d'une personne qui sera à ses côtés pour l'aider à prolonger ces gestes-là le plus longtemps possible. Parce que cette question du déni de la perte d'autonomie, elle est clé dans nos métiers. C'est souvent la partie la plus difficile de l'exercice. Et tout cela est très personnel. On voit à la fois des personnes qui vont être assez à l'aise finalement avec l'idée du vieillissement parce qu'elles ont des expériences de vie qui font qu'elles ont une certaine résilience et que voilà, elles vont prendre cela comme quelque chose de positif. Elles vont continuer à vivre leur passion, mais autrement, avec du lien social qui va les construire et qui va leur permettre de prolonger ce qui a fait la beauté de leur vie finalement. Et puis d'autres profils pour qui ça va être plus compliqué parce que cette idée, parfois de la perte d'une forme de statut social ou de statut familial, d'un certain autoritarisme parfois au sein de la famille, et pour qui ça va être plus difficile d'être dans cette acceptation, l'acceptation de l'aide de l'autre et d'un certain confort de vie. Pardon, j'ai peut-être été un peu longue, mais... On va peut-être rentrer dans le vif de la question avec l'autre côté, qui est le côté technique. Vous parliez tout à l'heure de vieillissement à 20, 40, 50 ans, 60 ans. Moi, quand je vais dans les clubs Génération Mouvement et qu'on parle des aménagements techniques, souvent on me répond « Ah non, mais alors moi j'ai 75 ans et je suis en pleine santé, c'est pas pour moi. Par contre, je penserai en parler à ma voisine. » Mais c'est jamais pour les personnes. Donc c'est souvent assez drôle parce qu'on ne se sent jamais concerné par l'aménagement de son habitat. Et du coup, quand on est en commission et qu'on passe les dossiers, on voit des dossiers où c'est presque écrit « urgent » en rouge, parce que, bah oui, maman, elle est tombée, on n'a pas pensé à mettre le monte-escalier, et puis maintenant, il faut aller vite. Sauf que le temps que le dossier se fasse et que l'artisan arrive, parce qu'on est en Mayenne, on a des bons artisans, mais ils sont aussi très débordés, des fois, il se passe 1 an et demi. Et les 1 an et demi, quand maman, elle est tombée, qu'elle est à l'hôpital, c'est trop tard. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maman, elle va aller à l'EHPAD. Et ça, c'est dommage. Donc, à quel moment on pense réellement à ménager son logement ? J'étais hier chez mon oncle et ma tante qui viennent de refaire leur maison et je découvre à l'intérieur un ascenseur. Ils sont en pleine santé, ils ont 70 ans et je leur dis « Mais vous avez mis un ascenseur ?» Et ils me disent « Ah bah Aurélie, on n'est plus tout jeune. » Et je me suis dit « Mais oui, ils ont raison. En fait, ça y est, ils ont compris que c'est maintenant qu'il fallait penser à l'ascenseur et pas quand il y aurait une chute. » Et c'est ça qu'il faut absolument penser. Parce qu'on se dit que c'est pas nécessaire, mais en fait, même moi, à 40 ans, j'ai un enfant qui tombe, qui se blesse une jambe ou quoi que ce soit. L'autonomie, elle est à tout âge. Donc, c'est à tout âge qu'on doit penser à adapter sa maison. Le volet roulant, combien de personnes, en fermant son volet à la main, tombent, il y a une chute et du coup, elle passe par la case hôpital, urgence. Et c'est compliqué parce que quand je reviens, je me crée des peurs. Mais le volet roulant, pour l'avoir demain, c'est pas possible. Et comment on fait ? Donc, passez ce message. En Mayenne, vous avez la chance, on a l'ANA qui est là pour vous accompagner. Vous allez à la maison départementale de l'habitat. Vous allez avoir tous les conseils. On vient chez vous, on vous accompagne et on essaye de vous dire qu'est-ce qui serait bien de faire dans votre habitat pour améliorer les choses et que ça se passe le mieux possible demain. Alors peut-être que par exemple, c'est juste des volets roulants, il y a quelques fils enlevés au sol et c'est pas méchant, on va vous accompagner, le dossier va être simple. Et à ce moment-là, on va vous dire, parce que vous allez me dire, oui, mais ça va être payant. Bien sûr que ça va être payant, mais en Mayenne, on aide quand même au-delà des plafonds de l'ANA. On estime que ce n'est pas qu'une question de ressources, c'est une question aussi à un moment donné. Le département est là pour vous accompagner et vous dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Donc on accompagne même des personnes qui sont au-dessus du revenu de l'ANA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'être capable de se dire, là, j'ai une baignoire, il faudrait mettre une douche. On va vous dire, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je reste dans ma maison ? Est-ce qu'il me faut une autre maison ? Est-ce qu'une maison sur 3 étages, avec 6 chambres, alors que je suis toute seule, est-ce qu'il y a un intérêt ?
quand on voit qu'aujourd'hui, on a plein de familles recomposées qui n'arrivent plus à se loger parce qu'elles n'ont pas de maison assez grande. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un petit switch à faire et de se dire oh, là, je vais avoir une famille avec des enfants qui va être dans cette maison, elle va être heureuse, elle va profiter comme moi, j'ai profité avec les miens. Est-ce qu'à un moment donné, cette question, on ne doit pas se la poser? Donc, c'est tout ça, en fait, l'aménagement technique. Et ces aménagements techniques qui sont nécessaires, est-ce que on peut en faire malgré tout un lieu vivant? Parce que souvent, ces aides techniques, elles font peur aux personnes âgées en se disant ils vont modifier mon logement, je ne vais plus être chez moi. Est-ce qu'il y a cette crainte, Geoffrey? Est-ce que dans les gens que vous accompagnez, vous pouvez avoir ce genre de crainte? Oui, bien sûr qu'on a souvent le cas où la personne me dit non mais j'ai fait ma maison, j'ai pas besoin de vous, moi je suis bien avec ma baignoire, un gant de toilette de temps en temps, une douche par semaine, ça me convient. Mais encore une fois, c'est des choses, comme on disait tout à l'heure, c'est pas prévoir, on prévoit pas et du coup c'est bon, moi je suis bien à une douche par semaine. Et du coup c'est ne pas anticiper, ne pas prévoir la chute qu'on peut avoir du jour au lendemain. Parce qu'un dimanche, on se sent moins bien, on a pris peut-être un peu trop le soleil le matin, et puis on fait un malaise, on tombe dans la baignoire. Pour X raisons, on ne sait pas pourquoi. On a passé notre vie à prévoir, vous avez passé votre vie à prévoir. Quand il fallait partir avec les enfants à l'école, quand il fallait prévoir les vacances d'été, quand il fallait prévoir avec les grands-parents, on vous laisse les enfants. En fait, on a passé notre vie, vous passez votre vie à prévoir, et quand on a l'impression qu'il y a un barrage, il y a une fermeture à partir de 60 ans, 70 ans. Oh non, touchez pas à ma maison, touchez pas à ma maison. Et il faut savoir que tous les aides techniques qu'il peut y avoir dans votre logement, ça va être ni un frein, ni quelque chose qui va vous déplaire. On passe d'une baignoire à une douche sécurisée, avec un siège. Vous allez être confort, hein. Je vous promets, hein, là-dessus, venez me voir, on en reparlera plus tard, mais je vous promets. Hein. Mais il existe tellement de choses aujourd'hui pour se sentir bien chez soi. Et en fait, il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas se fermer à l'idée de changer mon logement, changer mon domicile. Alors qu'il y a plein de choses. Et encore une fois, comme disait Aurélie tout à l'heure, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la maison départementale de l'autonomie. Allez, passez voir là-bas, appelez-les. Un petit renseignement, ça ne vous coûte rien. Et en fait, vous allez être accompagné derrière. Et si vous n'êtes pas capable de prévoir aujourd'hui vous-même votre avenir parce que vous avez peur, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner et vous peut-être avoir le petit déclic. D'accord ? Ce qui pose aussi la question justement d'accepter de se faire accompagner. Alors ça peut être par une institution, mais ça peut être par des proches, par d'autres solutions. Je pense aux médecins, je pense à d'autres solutions possibles et qui ne sont pas forcément des aidants familiaux, des proches de la famille. Ça, il y a une question j'imagine que vous aussi, dans vos métiers, vous avez ce rôle de confiance pour rassurer justement la personne, pouvoir la guider finalement dans ces méandres de solutions dont on n'a pas forcément beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, on est dans une société où on a beaucoup de solutions, mais on n'est pas forcément au courant. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut accepter justement de se faire aider, de se faire accompagner dans toutes ces questions ? Micro. Tu évoques un point qui est clé, qui est la question de la personne de confiance. Et ça rejoint un peu l'idée qu'on avançait tout à l'heure de dire qu'il faut anticiper les choses et prendre des décisions le plus tôt possible pour être acteur de sa vie jusqu'à la fin. Et ça passe par en fait le fait de désigner une personne de confiance sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. C'est vrai dans mon métier, qui est le métier du maintien à domicile. C'est vrai aussi dans le métier des structures qui, dès lors où vous rentrez dans la structure, vont vous demander de désigner une personne de confiance. Et ça, c'est essentiel, puisqu'en fait, ça va permettre, en cas de difficulté, de vous assurer que votre volonté sera respectée dans toutes les situations. Voilà, je ne sais pas si c'était l'objet de ta question, ouais, mais si. et plus largement, si on étend le champ des personnes qui accompagnent, en ce qui concerne en tout cas notre métier à nous d'aide à domicile, bien évidemment, l'idée c'est d'introduire en fait une personne de confiance dans la vie de la personne. Et ça, plus tôt on le fait, plus on est préparé pour la suite, parce qu'on va instaurer une relation qui fait que les échanges vont être des échanges de
d'empathie, de bienveillance, et que tous les sujets vont pouvoir être abordés et que les décisions futures vont se préparer sereinement. Et l'idée, en fait, c'est de faire les choses toujours en douceur, c'est-à-dire les faire le plus tôt possible, tant qu'on est en pleine capacité, et petit à petit, graduellement, sans brusquer les choses, que chacun ait à son rythme en fonction de ses besoins. C'est vrai pour l'accompagnement d'une personne. Je pense que ça doit l'être aussi pour l'adaptation du domicile. Voilà, on ne va pas changer, révolutionner un domicile où la personne a ses habitudes du jour au lendemain. Il faut faire les choses en douceur. En tout cas, en ce qui concerne l'accompagnement de la personne de l'auxiliaire de vie, par exemple, qui va être aux côtés de la personne âgée, eh bien, il faut commencer le plus tôt possible et voilà, avec des temps d'intervention très courts, voire parfois éloignés, mais pour commencer à habituer, à instaurer cette relation, pour que quand les choses commencent à devenir plus difficiles, eh bien, que cette relation de confiance soit déjà instaurée et que la suite puisse être préparée et abordée plus facilement. Je pense que la question de la confiance, c'est aussi la confiance qu'on va avoir qu'on va accorder aux professionnels, du coup. Donc, que ce soit des soignants ou les auxiliaires de vie. Alors, la confiance se gagne aussi, donc je pense qu'il y a une question de... Est-ce qu'on va réussir à aller chercher à rencontrer une personne à qui on va pouvoir faire confiance? Est-ce que personne n'exige la confiance de quelqu'un d'autre? C'est quelque chose qui s'accorde. C'est souvent en tout cas dans la médecine générale où il y a un suivi de longue date. C'est quelque chose qui se tisse dans le temps. Et je pense qu'il faut se donner les moyens, se donner l'envie de rencontrer d'aller chercher à quelle personne on va aller donner sa confiance. Et ce sera son médecin traitant, mais pas forcément. Est-ce que ce sera un gériatre référent? Est-ce que ce sera l'infirmière libérale qui vient tous les jours depuis 20 ans, à qui on a pu donner sa confiance, à qui on peut demander conseil quand il y a besoin, et qui pourra éclairer d'un œil professionnel les questions qu'on se pose à ce niveau-là. Est-ce que dans cette demande d'aide, parfois vous pouvez rencontrer des personnes du coup qui disent je perds ma liberté, voilà, avoir l'impression de vous donner les clés et de lâcher prise en se disant bah voilà, c'est ma personne de confiance et aujourd'hui j'ai plus de liberté, elle va prendre les décisions pour moi. Non, justement, quand la confiance a été justement donnée, quand il y a une relation qui s'est tissée avant, plutôt non. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend, je perds ma liberté, je décide plus rien. C'est peut-être justement dans les situations où on parlait beaucoup d'anticipation avant, où on n'a pas pu anticiper avant les choses, on n'a pas pu parler, être écouté par les personnes pour qui ça compte. Et où finalement, du jour au lendemain, il y a des décisions qui sont prises, parfois prises en urgence, et donc parfois de mauvaises décisions, parce qu'on n'a pas pu travailler ces choses-là avant, on n'a pas pu dire à qui on voulait faire confiance, qui on voulait qui devait décider avec nous au moment voulu du coup. Finalement, dans cette notion d'aidant, il y a aussi ce concept de se dire qu'il y a un vrai changement culturel à avoir, c'est-à-dire qu'on est tous en soi des aidants potentiels avec notre voisine, avec la personne qu'on croise tous les jours au supermarché ou autre. Et donc c'est vraiment dans cette idée de se dire, qui qu'on soit, quelles que soient nos fragilités, on est tous en capacité d'apporter à l'autre. Et même la personne âgée qui vit chez elle toute seule, d'aller chercher à créer ce lien social en étant... utile à l'autre, en étant bénévole, en ayant un nouveau projet de vie finalement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup, le fait qu'à partir d'un certain âge, on a le sentiment qu'on entre dans une phase de sa vie où on n'est plus en capacité de porter un projet de vie. Est-ce que ça, vous le voyez au quotidien? On arrive dans le sujet qui est un peu tabou dans notre culture. Parler du vieillissement, c'est quelque part aborder la fin de vie.
Et du coup, c'est des choses qui font peur. On se dit qu'à partir du moment où on en parle, c'est que quelque part, on a un peu le pied dedans et on n'ose pas y aller. Et du coup, plutôt que de ne pas en parler, en fait, on se crée ce qu'on a dit tout à l'heure, tous ces problèmes d'insécurité. Et c'est là où c'est important de pouvoir parler. On parlait de l'aménagement du logement. Je vais revenir par rapport au personnel qui accompagne souvent et les aidants. Ne pas aménager son logement, c'est aussi mettre en difficulté. Parce que c'est rester chez soi, c'est bien, mais on ne peut pas non plus mettre le personnel soignant à mal. Quand vous devez avoir une aide à la toilette, il faut pouvoir tourner un minimum autour de la personne pour l'accompagner sans prendre de risques pour elle. Et ça, si on ne pense pas à l'aménagement de son logement, en fait, on pense à son choix de rester chez soi, mais on ne se dit pas, attention, on met du personnel à mal, du personnel qui est déjà dur à recruter, dur parce qu'on a vécu culturellement avec, par exemple, si je prends les aides à domicile, eh bien moi j'ai l'habitude de m'habiller le matin à 7h30, donc je veux que mon aide à domicile ce soit la même tous les jours, qu'elle vienne à 7h30, qu'elle me déshabille tous les soirs à l'heure où avant j'allais me coucher, parce que c'est mon choix et c'est comme ça que je le veux. Par contre, souvent quand je dis, alors j'entends que vous vouliez ça, par contre, est-ce que si c'était votre enfant qui faisait ce métier-là, vous seriez d'accord pour que votre enfant vienne tous les jours à 7h30, qu'en journée il n'a rien et que le soir il recommence? Ah ben non, ma fille elle a une vie de famille quand même. Ah, alors pourquoi votre aide à domicile, elle n'aurait pas droit à une vie de famille? Qu'est-ce que ça change? Avant j'étais en activité, je m'habillais à 7h30. Si demain, il faut que je reste en pyjama, mais je vis quand même chez moi jusqu'à 9h. Est-ce que c'est très grave? Et ces sujets-là, il faut qu'on les ait entre nous. Il faut qu'on soit capable d'en parler quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet autour de l'emploi, de l'aide à domicile, des SSIAD, voilà, toutes ces personnes aujourd'hui, et heureusement pour nous, nos médecins. On a des médecins qu'on fait quand même... nos anciens médecins, je ne sais pas combien d'heures ils faisaient par jour, et je ne vous souhaite pas, docteur, de faire les mêmes, mais à un moment donné, c'était bien ce qui se passait jadis, mais heureusement, on a avancé. Et nos jeunes, ils ont raison de vouloir avancer un peu dans la vie, en fait, parce qu'aujourd'hui, on vit à côté de son travail, et c'est important, et on souhaite tout ça à nos enfants, donc on doit le souhaiter aux personnes qui nous accompagnent à domicile. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'on doit penser culturellement, parce que ça évolue. Je pense que par rapport à ce que tu disais, il y a oui, je pense qu'il y a ce basculement culturel, mais qui, je pense, se fait petit à petit dans ce côté où, oui, en fait, on est tous aidants de nos proches. En fait, même sur un sujet qui est en fait très différent, mais il y a quelque chose qui rejoint, je pense, aux patients qu'on va accompagner parfois sur des situations de souffrance, sur des pathologies psychiatriques ou addictologiques. Ou parfois le fait on oublie les personnes oublient qu'elles sont capables d'aider en fait, et c'est parfois en restaurant, en rappelant qu'il y a un service qui est possible, que même en étant malade, même en ayant des médicaments, on peut se rendre utile. Et parfois en fait souvent parfois auprès justement de personnes âgées, on va sentir des personnes qui se révèlent à nouveau, et qui en fait vont lutter contre les maladies de manière beaucoup plus, très impressionnante. Il n'y a pas de raison de penser que les personnes âgées ne bénéficieraient pas de ce même bénéfice, mais comme nous tous, ou se rappelant qu'on a quand même besoin les uns des autres et qu'on n'est quasiment jamais uniquement réceptionnaire de l'aide des autres, mais qu'on a quand même souvent quelque chose à donner, à transmettre, et quand même très concrètement souvent des services à rendre. En tout cas, dans nos métiers d'auxiliaire de vie, il est très fréquent d'avoir des situations où en amont, on va avoir des personnes très réfractaires qui parfois acceptent l'intervention d'auxiliaire de vie simplement pour faire plaisir aux enfants et qui sont assez inquiètes de la première arrivée d'auxiliaire de vie dans leur vie. Et puis, on s'aperçoit très vite que quelques semaines après, elles l'attendent finalement. Et ça, c'est un schéma qui est plus que classique dans nos expériences quotidiennes. Et quand on a réussi ça, on a tout réussi, en fait. On parle souvent de l'isolement des personnes âgées à domicile ou même dans les différents habitats. Selon vous, est-ce que cet isolement il est dû à une conséquence du vieillissement? Il est dû à notre perte d'autonomie ou à une mauvaise organisation collective ou une mauvaise communication sur des choses qui peuvent exister? Est-ce que déjà vous êtes dans vos métiers confrontés à
à cette vision de l'isolement? Je vais reprendre un témoignage que j'ai eu en début de soirée avec une personne qui n'est pas originaire de la Mayenne, qui est en Mayenne, qui est en pleine forme et qui a plein d'activités et qui me dit en fait, je me suis toujours dit non, ne reste pas à la maison, il faut bouger, il faut faire des choses parce qu'à un moment donné, si je me retrouve toute seule, mais en fait, la barrière, je me la suis mis. Et c'est ça qui est compliqué. Je prenais un exemple concret tout à l'heure de ma grand-mère qui allait au bal, puisqu'en Mayenne, le bal, c'est un lieu que beaucoup connaissent. Alors quand on va au bal et qu'on est en couple, bah, c'est simple. J'y vais avec mon mari et tout se passe bien. Et d'ailleurs, quand il fait danser 2-3 femmes qui sont célibataires, ça ne me plaît pas trop. Hein. Sauf que quand je passe de l'autre côté, que j'ai perdu mon conjoint, comment ça se passe? Hey, moi, ma grand-mère, du coup, ce jour-là, elle a dit bah, moi, je ne vais plus au bal. J'arrêtais pas de dire pourquoi il va faire danser Madame Dupont qui est toute seule, et puis maintenant c'est moi, et ben non, je peux pas faire ça. Et en fait, les limites, on se les met à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut surtout pas avoir. Hein. C'est son parcours de vie, on le choisit, parce que c'est un parcours de vie. On doit avoir des choix, on doit toujours exister, même quand l'autre nous quitte. Comment on fait pour continuer d'exister alors qu'on a... Enfin, on a des liens, je pense. Là, vous faites partie des. Pour certains font partie de ces générations où on s'est dit oui pour le pire et pour le meilleur. Et vraiment, on a des générations où pour moi, il y en a, c'est des exemples. Hein, réellement, le pire et le meilleur, il a été vécu. Et quand l'autre part, on sent qu'il y a un manque énorme. Mais en fait, il faut continuer d'exister et de faire ce choix du lien pour ses enfants, ses petits-enfants, pour donner. Pour continuer en fait de faire vivre tout ce que vous avez construit sur les années qui sont passées. Bienveillir, c'est vivre, ce que disait tout à l'heure Johan, c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que pour conclure cette petite table ronde entre nous et ensuite la poursuivre avec les personnes qui sont ici, est-ce que chacun pourrait dire en quelques mots quelle espérance il a finalement face à ce vieillissement, à cette notion du bien vieillir dans le cadre de vos engagements personnels, professionnels? Comment vous voyez les choses? C'est vrai que Bien vieillir en Mayenne, dont on fête d'ailleurs les 10 ans cette année, la philosophie, le cœur de Bien vieillir en Mayenne, c'est vraiment de porter un regard positif sur le vieillissement. Comment est-ce que vous pourriez justement traduire cette vision positive, chacun avec vos mots? Moi, comment je vois la chose, je la vois avec un grand sourire, avec beaucoup de bonheur, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vois l'évolution aujourd'hui de la Mayenne, du son Bien vieillir en Mayenne, de l'accompagnement des entreprises qui existent aujourd'hui, des associations, tout ce qui peut exister autour du vieillissement en Mayenne, et ça continue tous les ans à se développer. Il y a des projets merveilleux qui sont en train de naître, qui sont nés et qui vont naître dans quelques années. Moi, en tout cas, en tant que Mayennais, encore jeune Mayennais, j'ai pas peur de vieillir en Mayenne, et je me mettrai à votre place et j'aurai le sourire parce que je sais qu'on sera bien accompagné. Voilà. Joanne? Moi, ma réponse, elle va être finalement assez universelle. C'est pour moi, indépendamment du temps dans lequel on se situe, et ce sera vrai pour toutes les époques, ce que je constate, c'est que les personnes qui vieillissent le mieux sont celles qui sont le plus tournées vers les autres, finalement. C'est celles qui ont cette richesse de la vie avec les autres et du lien social, qui ne sont peut-être moins autocentrées que d'autres, et qui savent aborder l'évolution de leur vie avec naturellement, avec un regard naturel sur ce qu'est la vieillesse, sur ce qu'elle apporte de bon aussi pour ses proches, et ça, c'est une réponse universelle finalement, qui sera toujours vraie. Merci. Alors moi, au nom du département, ce que je dirais, c'est que
le bien vieillir, c'est vous qui devez le faire, le choix de comment vous voulez vieillir. Nous, le département, on est là pour vous accompagner, essayer de penser des structures. Donc, on réfléchit avec les EHPAD pour les restructurer. On a déjà eu plusieurs PPI, il y en a encore beaucoup en cours, parce qu'en effet, je pense qu'on n'aura pas les mêmes attentes. Et les EHPAD en France, les premiers, ils datent des années 50, 60, et du coup, on évolue. Il va falloir évoluer pas mal. Donc, il y a beaucoup de PPI d'écrire, mais il y en a encore à écrire. Il y a tous les habitats partagés qui existent. J'ai envie de prendre 2 exemples. Donc, celui de notre doyenne de 112 ans qui, ses enfants partaient en vacances. Ils ont dit on ne va pas les laisser 15 jours toutes seules. Donc, elle est partie faire un petit séjour de répit à l'EHPAD. Puis, quand ils sont revenus, elle leur a dit en fait, c'est bien, vous venez me voir. Vous êtes tous gentils, mais en fait, la journée, je me sens peut-être quand même un peu tout seul. À l'EHPAD, en fait, je suis bien. Il y a des activités. Si j'ai envie d'aller marcher dehors, j'ai le droit. En fait, je suis chez moi. Si j'ai envie d'aller éplucher des patates et des carottes, j'ai le droit aussi. Ils veulent bien. Je vais rester là. Et ça, pour moi, c'est un exemple de bien vieillir. À 112 ans, de passer de chez soi à la structure comme ça et se sentir bien. Et je repense à une autre dame au village d'Andouillé qui, la première fois que je l'ai rencontrée, alors c'est ses enfants qu'on avait rencontrés, qui nous avaient dit quand ce petit village senior est sorti, c'est ses enfants qui l'ont inscrit en disant maman est dans une maison sur 3 étages, elle ne peut pas rester chez elle, on l'inscrit, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le village, on l'inscrit. Et elle, quand elle l'a su, ils lui ont dit qu'un mois avant parce qu'ils savaient qu'elle allait être fâchée, et elle était fâchée. Quand on l'a fait venir au premier salon du bien vieillir, on la faisait venir pour qu'elle parle de comment elle était fâchée au début et comment après elle a été contente. Et là, bizarrement, elle était assise comme moi là, et elle sort. Alors moi, ce village, tout de suite, j'étais d'accord. J'ai voulu y aller parce que je savais que je m'y sentirais bien. Eh bien, ça, c'était le plus beau discours qu'on pouvait avoir. Personne n'a vu l'avant, nous, on connaissait l'histoire, et je me suis dit, ça, c'est une réussite. Et voilà, il y a ceux qui font les choix, il y a ceux où des fois les enfants forcent parce qu'ils savent que c'est pour le bien. Il faut juste trouver le bon équilibre. Merci. En lien avec ce qu'on a dit avant, je pense que bien vieillir, c'est se poser la question de comment je veux bien vieillir, et je pense que la réponse est un peu dans la question. Si on se pose la question, s'il nous est possible d'accepter en fait tôt que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on peut partir très vite et on peut avoir une perte d'autonomie plus ou moins rapide, plus ou moins longue, et ça peut nous arriver et nous en rendre compte tôt, le savoir. Pour moi, a priori, pas trop concerné, mais savoir que ça peut m'arriver. Et en fait, pour chacun de nous, savoir que ça peut arriver et se demander quel est mon projet de vie actuel et quel sera mon projet de vie à ce moment-là, si je vis ça. Je pense qu'on a déjà répondu une bonne partie de la question. Dans Le Bel Ami de Maupassant, il y a un ami du héros qui prend l'image qui dit la vie, donc c'est un ami qui est plus âgé, qui dit la vie, c'est une montée et une descente. Et c'est absurde. Toute notre vie, la première moitié de notre vie, on monte, on fait beaucoup d'efforts pour monter, et au sommet, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et après, on descend, et puis on meurt. Et puis, force m'est de constater qu'en écoutant les patients plus âgés, c'est a priori pas vrai. Merci. On peut passer aux questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les questions qui ont été envoyées par SMS, et puis après... proposer à ceux qui le souhaitent d'intervenir avec un micro qu'on pourra vous faire passer. N'hésitez pas à continuer à envoyer par SMS, on en a reçu plusieurs. Donc la première, c'est des questions assez techniques, mais qui vont sûrement répondre à des questions que se posent les uns les autres. La première, elle concerne Via Trajectoire. Olivier en a parlé tout à l'heure, peut-être Aurélie aussi. Je pense que ça vaudra le coup de le redéfinir pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit. Et là, la question, c'est donc de dire que Via Trajectoire est vraiment impératif et doit être précoce. Mais comment permettre un vrai choix si tous les acteurs ne sont pas représentés ? Alors ça, c'est une super question. C'est notre bataille au département de la Mayenne. On estime qu'aujourd'hui, en fait, Via Trajectoire a été créée pour les structures médico-sociales. On a réussi, il y a, je dirais, 4 ans peut-être, à faire rentrer les résidences autonomie dessus. Je crois que ce n'était pas le cas avant. Je crois que c'est pas très vieux, ça doit faire 4 ou 3 ans. Et on aimerait maintenant y faire rentrer les habitats inclusifs, puisque c'est aussi une palette de ce qui existe. Les colocations. C'est une plateforme numérique, c'est ça ? Oui, alors Via Trajectoire, c'est une plateforme numérique qui à la base a été créée pour vous inscrire
sur les structures médico-sociales pour pouvoir avoir une place et y rentrer. Aujourd'hui, en fait, vu qu'il y a un parcours de vie, qu'il y a plein d'habitats inclusifs qui existent, l'idée, ce serait pouvoir de mettre toutes les structures pour vous montrer ce qui existe autour de chez vous. Mais la loi nous l'interdit. Donc on parle avec le ministère, les ministres, pour essayer de voir comment c'est possible. Alors on entend, hein, il y a un cadre juridique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur certains habitats, il n'y a pas de regard de l'État. Et du coup, l'État est quand même là pour vous proposer des structures qui sont sécurisées. Aujourd'hui, quand vous allez dans un EHPAD, vous avez vous avez 2 tutelles qui suivent les EHPAD. On est assez présent, mais on n'est pas si méchant que ça. Je n'ai pas dit ça. Mais voilà, il y a des structures qui sont là pour rassurer les familles et les patients. Le but... Le but, c'est d'accompagner dans un cadre sécurisé. La résidence autonomie, aujourd'hui, la tutelle qui accompagne, c'est le département. Donc, en effet, on a un cadre légal qui est très sécurisé. Aujourd'hui, il y a un peu un vide juridique dans tous les habitats un peu entre deux, les résidences seniors. On a eu des affaires qui ont suffisamment fait de bruit, on n'a pas besoin d'en parler puisqu'ils sont venus gâcher tout ce qui se passait de bien à côté. On n'a parlé que de ce qui n'allait pas. Donc, aujourd'hui, en fait, on a des instances et le département de la Mayenne est présent. Je vais tous les mois à la CNSA et on est en train de parler de ces vides juridiques pour voir comment on peut sécuriser tout ça. Et j'espère que demain, on arrivera à avoir un site qui vous permet, vous cliquez, vous voyez toutes les structures qui existent et qui s'offrent à vous autour de chez vous. En attendant, en Mayenne, la réponse qu'on peut avoir, c'est les salons. Vous avez le salon du bien vieillir qui a lieu à Laval en fin d'année à chaque fois. Et là, on a quasiment tous les partenaires de présent. On avait jusque-là, pas les EHPAD, mais ils vont arriver. C'était un choix pour montrer, parce que vu que tout le monde confondait un peu tous les types d'habitats, on avait dit on enlève pour l'instant les EHPAD pour montrer vraiment tout ce qui existe. Et demain, vous allez tous présents autour de la table et on est content de pouvoir écrire les pages ensemble. Mais voilà, il existe malheureusement pas aujourd'hui sur Vie à Trajectoire, ce n'est pas possible. Et en plus, il faut que Vie à Trajectoire soit retravaillé puisqu'il n'est pas non plus très intuitif. Effectivement, Via Trajectoire avait été mis en place aussi pour faciliter les démarches, pour qu'il n'y ait qu'un dossier et pas aller s'inscrire en dossier papier dans chaque structure. Mais du coup, ça enlève ça déshumanise un petit peu les choses. Donc en fait, il faut bien faire ce dossier Via Trajectoire et mettre les structures pour lesquelles vous êtes intéressé, mais il faut aussi faire le pas d'aller visiter et d'aller rencontrer les équipes parce qu'il faut aller voir l'âme de l'établissement plus que le dossier administratif. Via Trajectoire, c'est très administratif. C'est un dossier, je m'inscris à tel endroit, je m'inscris à tel endroit. Mais effectivement, si vous ne savez pas ce qui s'y vit, ce qui s'y fait, c'est compliqué. Donc, il faut faire ce dossier, mais derrière, il faut enclencher la démarche d'aller visiter. Sinon, vous avez aussi à la fin de la conférence sur la table à gauche en sortant des dépliants des partenaires de Bien Vieillir en Mayenne qui sont aussi des acteurs de ce Bien Vieillir. Une autre question, quelles sont les aides financières pour aménager son domicile? Je donne la parole à Geoffrey. Alors, aujourd'hui, il existe deux aides principales. La première, c'est MaPrimeAdapt, qui a été mis en place le 1er janvier 2024, qui va jusqu'à 70% d'aide. Tout est 70%, c'est vraiment par rapport au salaire et surtout aux revenus fiscaux que vous avez sur vos impôts. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, l'aide est vraiment facile, en tout cas, et même elle est facile pour vous de faire une demande. Aujourd'hui, on a Solia, c'est l'association qui gère cette aide en Mayenne, parce que MaPrimeAdapt, c'est de l'État, c'est à Paris que tout se passe, les commissions, les validations de dossiers, tout se fait en haut. Et en fait, ils ont réattribué à chaque département Solia ou d'autres organismes pour vous accueillir et pour vous accompagner dans ces dossiers. D'accord ? Aujourd'hui, il faut savoir que vous n'allez pas être tout seul à faire ces dossiers-là. D'accord ? Solia en Mayenne, je ne sais plus exactement où c'est, mais c'est à la maison départementale de l'autonomie. Voilà. De l'habitat, pardon, de l'habitat. Voilà. Et en fait, ça va de 30 à 70% d'aide. D'accord ? Si malheureusement vos revenus sont trop importants, ce qui est possible, félicitations à vous. Vous savez que vous avez bien travaillé, bravo. Mais il existe quand même une aide. Attention.
en Mayenne, et on a la chance, et je le dis souvent aux personnes que je peux croiser, on a la chance, le département aujourd'hui alloue une aide qui va, je crois, jusqu'à 35% avec le plan mayennais. Avec le plan mayennais, d'accord ? Si les revenus sont trop importants avec ma prime adapt, aujourd'hui, on peut appeler la maison départementale de l'habitat qui, aujourd'hui, vont vous aider à ouvrir ce dossier-là. En fait, ça se fait automatiquement. On est dans Oui, la c'est même ça. maison et du coup, vous n'êtes pas obligé de refaire tout le dossier. Si le dossier a été démarré par Solia et qu'il doit être repris par les services du département, ça se fait tout seul, vous n'en verrez rien. Le plus important, en Mayenne, dès le premier plan mayennais qui avait lieu en 2017 ou 2018, j'ai un doute, j'étais encore pas là, il a été acté qu'en Mayenne, quand vous ouvrez un dossier pour les aménagements d'aide technique, il y avait forcément une ergothérapeute qui passe. Et ça, c'est un point que vous n'avez pas partout en France. On est quasiment le seul département à le faire. Vous avez une ergothérapeute qui vient chez vous. Alors, au début, on peut se dire pourquoi j'ai pas besoin, moi je veux juste des volets roulants. Mais souvent, quand elle vient chez vous, elle analyse toute la maison, toutes vos déambulations dans la maison et tous les points qui sont importants à voir maintenant. Ça ne veut pas dire que vous les ferez tout de suite, mais au moins elle vous a conseillé et vous allez pouvoir avancer aux étapes qui vous conviennent, vous. Mais vous aurez eu tous les conseils. Et ça, on y tient vraiment. Ouais. Et ça, c'est important. C'est voilà, faire rentrer quelqu'un chez soi. Encore une fois, ça peut être compliqué. Mais l'ergothérapeute est là vraiment pour vous conseiller. C'est vraiment... Il n'y a aucune obligation, encore une fois. Mais en tout cas, elle va vous conseiller les meilleures choses. Corinne, prenez un exemple tout simple, le tapis. Le beau tapis qu'on aime bien sous notre table basse. C'est joli quand même, ça finit d'habiller la maison, mais c'est souvent dans celui-ci qu'on se prend les pieds et qu'on finit à l'hôpital. Et tout ça, l'ergothérapeute, elle va le voir. Le fil qui passe pas au bon endroit, où il va juste falloir venir remettre une rigole et tout ça. Il y a un moment où c'était peut-être pas grave. Hein. Sauf que là, quand je vais me lever en pleine nuit, je vais voir un peu moins parce que on est tous pareils. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Je crois que c'est le domaine de la santé. On a tous les yeux qui baissent un peu à un moment donné et quand on va se lever la nuit sans ses lunettes, on va voir de moins en moins bien. Donc ce petit fil, en fait, il peut devenir bloquant demain. Et tout ça, l'ergothérapeute, elle va le voir. Hein. Donc oui, ça va prendre un peu de temps, mais c'est vraiment pour vivre le plus longtemps chez soi dans les meilleures conditions. Voilà. Et alors ça rejoint une autre question qui demande quelles sont les démarches à effectuer quand on commence à être en perte d'autonomie et auprès de quelle structure ? Est-ce que justement, c'est cet ergothérapeute qu'il faut faire intervenir en premier ? Donc oui, il y a cette partie qui va être avec l'ergothérapeute pour l'aménagement de la maison. Et après, quand il y a une perte d'autonomie où on sent qu'on diminue et qu'on a des doutes, vous appelez la maison départementale de l'autonomie. Il y a quelqu'un qui va venir chez vous, qui va évaluer ce qu'on appelle un girage. Et selon votre girage, vous pourrez être accompagné à domicile, c'est-à-dire avoir une aide pour la toilette ou pour des courses ou pour différentes tâches quotidiennes. Et c'est grâce à elle. Et peut-être qu'elle va vous dire, Mme Dupont, ça va très bien, vous n'avez pas besoin. Par contre, je pense que vous vous sentez peut-être un petit peu toute seule. Et c'est peut-être 2 heures de lien social qu'il va falloir. Et elle va venir juste passer un temps avec vous. Et peut-être que vous irez faire les courses ensemble et ce sera chouette. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment, on fait appel à la maison départementale de l'autonomie. Et là, le girage va être réalisé. Et on va pouvoir vous dire à quoi vous avez le droit et comment vous pouvez être accompagné. Et il y a l'effet inverse, et je veux dire, c'est quand on est trop loin, ou des fois on est là en tant qu'enfant et on aimerait bien qu'il y ait une aide et elle ne se fait pas, et ça devient compliqué. Et maman, elle a chuté, ça fait 3 fois que les pompiers y viennent, malgré tout, maman, elle ne veut pas. Et on met à mal les services des pompiers, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a un service des pompiers qui est déplacé. Moi, sur mon territoire, il n'y a pas longtemps, j'ai été interpellée sur une situation. Ils se sont déplacés 15 fois en l'espace d'1 mois et demi, les pompiers. Ce n'est pas possible, en fait. Demain, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, comment on fait ? Vous appelez la maison départementale de l'autonomie. On a des chargés d'accompagnement, merci, qui sont là et qui vont venir discuter avec vous, enfants, avec votre parent, et puis avec peut-être le médecin, avec des gens qui sont coordonnés tout autour, l'aide à domicile, parce que l'aide à domicile, quand elle part, elle n'est pas tranquille non plus. Hein. Quand on part et qu'on sait que Madame Dupont, elle peut tomber et qu'on ne sait pas comment elle va être demain matin, autant vous dire que ce n'est pas facile. Donc, cette personne, elle est très importante et elle peut des fois vous aider à démêler des situations, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, quelquefois, il faut quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la situation et qui arrive à poser les mots sans prendre un peu parti... Voilà. Alors, j'allais dire la même chose, mais moins bien. Mais effectivement, la maison de l'autonomie est vraiment à cette fonction de centraliser les demandes
Parce que c'est des demandes complexes. Et alors surtout en début, quand on commence à se poser la question, c'est là qu'il y a plein de questions. C'est pas quelle question, à qui la poser. Il y a des questions, il y a une intrication entre le médical et le social qui est pas évidente. Et donc la maison de l'autonomie a aussi cette mission de répondre, de dire à qui on pose la question. Sur la partie santé, donc le médecin traitant a souvent un rôle il y a des papiers à remplir, il y a des choses à compléter, que ce soit sur l'autonomie, que ce soit sur le volet purement médical, des pathologies, des traitements, d'où est-ce qu'on en est, des prises en charge. Mais la maison de l'autonomie, puis ça quitte très bien de cette mission de dire par où on commence. Parfois, ça passe par les CCAS des communes, mais je crois que ça dépend des communes et des organisations. Et ensuite, la maison de l'autonomie, et ensuite, on donnera les certificats et après, vous pouvez revenir vers le médecin qui remplit les demandes. Mais finalement, ça se passe plutôt dans ce sens-là et c'est comme ça qu'on peut répondre aux problématiques et parce qu'on va travailler ensemble. Je parlais peut-être juste un tout petit peu on a l'antenne du DAC aussi au niveau Mayenne et qu'on a de la chance de l'avoir. Je ne suis pas sûr que tous les départements soient équipés. Et on a des ressources aussi parfois pour travailler sur des situations très compliquées où, alors, comme médecin traitant, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les situations et on va avoir DAC, ça veut dire quoi? Pardon, dispositif d'appui à la coordination, si je ne me trompe pas. Le problème des acronymes, c'est qu'on les utilise trop. Et qui va nous aider sur des situations parfois très compliquées à discuter avec beaucoup d'interlocuteurs, à essayer de se mettre en relation et à faire les meilleures propositions. Elle fait le lien avec les professionnels libéraux surtout. D'accord. Donc finalement, c'est vraiment la maison de l'autonomie, la porte d'entrée. Parce que là, je vois, j'ai une question très concrète. Juste pour dire, le DAC, par contre, ce n'est pas le particulier qui peut interpeller le DAC. C'est vraiment les professionnels. N'essayez pas de chercher le DAC sur Internet. Vous ne pourrez pas joindre le DAC, vous, en direct, en tant que particulier. C'est vraiment les professionnels qui vous accompagnent qui peuvent aller vers le DAC. Et donc, pour répondre à la question précédente et à la suivante, qui est justement très concrète, une personne qui dit qu'elle est atteinte d'une maladie des yeux qui l'amènera progressivement vers la cécité, vers quel type d'établissement puis-je prospecter? On en revient justement à la maison de l'autonomie comme point de référence, finalement, pour aller chercher les solutions. Sur ce cas particulier qui est très représentatif, au-delà du travail que va faire la maison de l'autonomie, c'est aussi le rôle des professionnels de l'aide à domicile que de venir vous rencontrer au domicile et de comprendre votre environnement, familial, voilà, la maison, votre personnalité, vos besoins, votre quotidien, ce qui vous anime, et d'avoir vraiment une compréhension de ce qu'est votre mode de vie en fait. Et typiquement dans ce schéma de cécité progressive, l'auxiliaire de vie, elle a un rôle fondamental d'accompagnement qui va être progressif et qui va pouvoir accompagner cette perte de vue qui généralement est progressive dans tous les actes de la vie quotidienne. En sachant qu'il existe en Mayenne une association, Voir Ensemble, qui effectivement aborde ces questions-là. Une autre question qui concerne aussi la MDA. Quels sont les délais de traitement des dossiers à la MDA entre la demande et la mise en place des aides ? Ben oui, en fait, ça va dépendre sur quoi. Il y a la partie aide technique, où là, ça va dépendre aussi des artisans, puisque quand on dit aide technique, il faut des devis des artisans. Le département, comme Solia, n'a pas une baguette magique et ses propres artisans. On va vers les artisans, donc tout dépend. Puis le but, on est bien d'accord, c'est que vous travaillez toujours avec les professionnels qui sont à côté de chez vous, avec qui vous avez eu l'habitude, avec qui vous êtes en confiance. Donc, il y a des personnes où ça va aller très vite. Le dossier va être monté en 2-3 mois, et puis il y en a où un an après, ils y sont encore parce que voilà, l'artisan n'est pas disponible, ils n'ont pas le devis qu'ils veulent, et ça peut mettre du temps. Pour l'APA, aujourd'hui, on est en moyenne à 2 mois. C'est la réglementation, en fait. Mais en 2 mois, normalement, vous avez une visite. Si vraiment il y avait une complication importante, il existe, par exemple, s'il y a un passage à l'hôpital, je cherche comment s'appelle la cellule qui est en sortie d'hospitalisation et qui peut avoir ce côté ergo. Dans les hôpitaux, en fait, quand vous avez une chute et que votre maman doit rentrer, j'ai perdu le nom. Alors, demain, ça va s'appeler l'éclat, où vous aurez des ergots en fait, qui sont dans les hôpitaux.
qui sont dédiées au centre hospitalier. C'est pas et l'équipe qui d'appui. Les équipes d'appui, non? C'est les équipes d'appui Ouais, qui je crois demain que ça vont s'appelle être comme éclats et qui accompagneront vers tout ça en fait, où vous pouvez avoir une visite plus rapide pour pouvoir vous aider à aller plus vite sur le dossier. Mais à partir du moment où on va être sur une aide technique, on ne va pas se mentir, il faut du temps puisqu'il faut l'artisan et puis tout dépend des travaux qu'il y a réalisés. Quand c'est pour avoir une aide à domicile, et on essaye d'aller le plus vite possible. Il ne faut pas hésiter à interpeller. On a l'habitude, nous aussi, en tant qu'élus, d'être interpellés. La MDA est interpellée. Alors oui, il y a un délai légal parce qu'on ne peut pas aller chez tout le monde dès demain. Mais par contre, quand vraiment il y a une urgence, aujourd'hui, on arrive à travailler. On travaille aussi de mieux en mieux avec les EHPAD puisqu'on a aussi des... Oh, pardon. Excusez-moi, je croyais l'avoir éteint. Mais on a aussi des structures, des personnes qui arrivent en structure pour du répit après une chute et qui retournent chez elles et du coup les dossiers se mettent en place. Oui, aujourd'hui sur l'hébergement temporaire, quand on sort d'hospitalisation et qu'on vient en hébergement temporaire, l'EHPAD vous aide à faire le dossier APA à domicile puisque l'hébergement temporaire rentre dans l'APA à domicile et il y a une priorité ou pas, qui est donnée à ces dossiers-là, mais du coup, vous êtes aidé plus facilement qu'il y a quelques mois. Oui. Et juste pour terminer, on en revient à ce qu'on disait au début. Aujourd'hui, les aides, il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui font la demande d'aide. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, le délai va s'augmenter aussi. Dites-vous bien que, allez, je donne un exemple, il y a 10 dossiers, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 ou 4 ergothérapeutes qui peuvent gérer ces dossiers-là. Donc en fait, encore une fois, il ne faut pas attendre d'être dans l'urgence pour faire la demande de dossier. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous vous sentez en autonomie que vous n'avez pas le droit de faire la demande d'accord ? Peut-être que rien que le fait d'ouvrir ce dossier-là, ça va vous faire gagner du temps. Allez, c'est peut-être pour dans 6 mois, mais au moins vous aurez une réponse. Attendre de la dernière chute et de se dire mais je ne comprends pas, je n'ai pas l'aide dans la semaine ou dans les 2 semaines. C'est compliqué. Voilà, il y a beaucoup de demandes et maintenant, encore une fois, ne soyez pas dans l'urgence, anticipez. C'est des choses qui existent et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Merci. Je continue avec les questions qui continuent d'arriver. Et s'il y en a qui veulent poser leurs questions de vive voix, n'hésitez pas à lever la main de façon à ce que Muriel puisse aller vous voir et à la question suivante, on pourra vous donner la parole. Une autre question pour Aurélie. Mais ce qui est assez logique puisque le département a la compétence du grand âge. Comment le département s'engage à faire face à l'augmentation du vieillissement démographique et comment maintenir les suivis individualisés pour chaque senior ? Quelles sont les solutions ? Ça, on l'a un peu évoqué. Alors, la solution, le département, il n'aura pas tout seul. On travaille avec les partenaires. On est nombreux et peu nombreux sur notre département. C'est la chance qu'on peut avoir. On se rend compte assez régulièrement, que ce soit avec les services d'aide à domicile, avec les SIAD, avec les EHPAD, les résidences autonomie. On a des réelles réunions de travail où on se pose les questions. L'une des grandes questions qu'on a tous, c'est il n'y aura pas de plus en plus d'actifs dans notre société. Donc, comment on fait pour demain répondre aux demandes qui peuvent être humaines? Est-ce que demain, il y a des choses qui doivent être un peu plus... Comment on développe, par exemple, la prévention pour avoir moins de besoins humains à un moment donné? Il y a beaucoup de questions à se poser et tout ça, on travaille ensemble avec des réunions de travail. Le plan Mayennais 2 est l'exemple des réunions de travail qu'on a pu avoir. On a quand même sorti un plan avec 59 millions d'euros sur 5 ans. C'est pas rien. C'est la preuve qu'on essaye d'anticiper. Dans ce plan Mayennais 2, si je prends des points qui sont importants pour vous, par exemple, il y a le répit, qui est quelque chose qui est important, puisqu'aujourd'hui, on est sur un département où l'aidant est très présent aussi par choix, parce qu'on préfère, on en parlait tout à l'heure, je disais, quand on est dans le métier de l'aide à domicile, aider quelqu'un, c'est naturel. Quand demain, vous faites appel à une aide à domicile qui vient vous aider à faire la toilette, personnellement, c'est aussi difficile de se retrouver à nu devant quelqu'un quand ce n'est pas notre métier, en fait. Comment je me mets à nu devant quelqu'un que je ne connais pas? Ce n'est pas si facile que ça. Donc, tout ça, ça se réfléchit, ça se pense ensemble. Quelles solutions on amène? L'idée, c'est bien sûr d'être le plus à l'écoute des partenaires et d'essayer de trouver des solutions où on va pouvoir aussi
on doit vous amener des solutions et en même temps réfléchir dans un contexte budgétaire qui n'est pas toujours simple. Donc, on réfléchit avec tout ça et j'espère qu'on le fait bien. En tout cas, j'ai l'impression que nos partenaires aujourd'hui sont... Quand on échange ensemble, les échanges sont assez faciles, on se dit les choses. Et vous, en fait, citoyens, mais n'hésitez pas non plus à nous faire des remontées. On a régulièrement des courriers ou des mails qui arrivent au département. Quand vous avez l'impression de ne pas avoir la réponse, mais écrivez-nous. Ou si vous avez une idée, mais écrivez-nous. On est là tous ensemble pour écouter et avancer. C'est l'avantage de la Mayenne, c'est qu'on est... il y a beaucoup de cerveaux autour de la table pour faire avancer les choses, j'espère. Merci. Oui, bonsoir et merci pour toutes ces interventions très intéressantes. J'œuvre depuis un certain nombre d'années, à la fois en tant que bénévole et professionnelle, dans le domaine du vieillir, de la fin de vie, du deuil. Et j'ai plein d'idées. Alors bon, je viens d'entendre l'invitation à contacter le département. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Et voilà, j'ai une question, parce qu'avec des collègues, on réfléchit à quelque chose qui serait un peu un nouveau métier d'accompagnement, au-delà de l'aide à domicile, qui peut inclure l'aide à domicile telle qu'on la connaît. Là, vous avez mentionné des rôles d'aide à domicile qui dépassent, parce que j'ai aussi fait du terrain dans ce domaine, à la fois les compétences de la plupart des aides à domicile, à la fois la valorisation de leur métier, il faut bien le dire, et à la fois aussi ce qui leur est autorisé par certaines structures, enfin le cadre de leur profession, et qui est du soutien beaucoup plus actif, beaucoup plus qualifié, beaucoup plus perfectionné. Et voilà, la question, et j'avais commencé à explorer, même à me faire accompagner dans ce projet, j'ai été très, très, très encouragée pour un métier donc de soutien, beaucoup plus polyvalent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut tout faire, mais voilà, pouvoir apporter soutien administratif, un peu psychologique, de lien social, de plein de choses. Et après, on a essayé de le mettre dans l'action et pas beaucoup de répondants. Et voilà, je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a vraiment une place pour ça, donc vraiment pour accompagner toutes ces transitions, accompagner l'anticipation, encourager l'anticipation, plein de choses que vous avez évoquées. Et voilà, quelle pourrait être la place d'un nouveau métier. Alors, je voudrais réagir. Par contre, je ne vous vois pas, madame. Je ne sais pas qui... Ah, pardon. Je n'avais pas vu votre main, donc c'était compliqué. Là, je vais faire une réponse qui est plus une réponse de ce qui est mon domaine chez Petit-Fils. Les auxiliaires de vie aujourd'hui chez Petit-Fils sont en capacité d'accompagner tout ce dont une personne en perte d'autonomie peut avoir besoin, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap ou en perte d'autonomie tout en étant plus jeune. Dans cet accompagnement, on va vraiment brosser des activités à 360. Ça va des activités très classiques d'auxiliaires de vie que vous connaissez tous, aide à l'habillage, aide à la toilette, aide à la préparation des repas, des choses très classiques. Mais on va aller aussi bien évidemment sur le volet social et psychologique avec de l'accompagnement à la vie sociale, avec de la stimulation cognitive. Voilà, c'est extrêmement complet. Du coup, votre réaction m'interpelle pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de plus que nous ne fassions pas déjà, en tout cas chez Petit-Fils. Est-ce que vous pouvez développer le volet psychologique que vous évoquez, qui m'interpelle, Puisque dans cette notion d'accompagnement, il y a évidemment une relation d'intimité qui va se créer et de confiance, qui fait que le niveau d'échange va quand même être très avancé entre les deux personnes au fil du temps. Alors oui, je le vois chez avec certaines auxiliaires de vie. Oui. Alors il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, c'est quelle est la valorisation, parce qu'il faut bien dire que les salaires, même s'ils ont été revalorisés pour celles qui sont diplômées, restent un peu faibles et pas motivants pour des personnes plus qualifiées. Donc, je ne sais pas comment Petit-Fils rémunère. Enfin, je l'ai un petit peu su. Et puis, il y a d'autres. Alors, il y a l'aspect d'accompagner justement toute cette réflexion qui peut être de long terme sur l'évolution du logement, avec énormément de délicatesse, comme vous l'avez dit.
C'est aussi pour des personnes qui ont pas mal évolué personnellement, qui se sont remises en question et qui peuvent maintenant difficilement sortir, comment elles peuvent avoir ça à domicile, ou en tout cas des personnes qui souhaitent se remettre en question et qu'elles puissent être accompagnées aussi, voilà, avec un certain niveau de qualification. Et oui, c'est plus peut-être la question d'un salaire qui soit une reconnaissance de ces qualifications. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de poursuivre la discussion justement après la conférence. Ce sera l'occasion de pouvoir poursuivre les échanges de façon informelle pour laisser la place à d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'Assemblée? Sinon, j'en reprends par SMS. Mais c'est trop dur de vieillir. Et on entend aussi, j'ai entendu en tant qu'infirmière à domicile ou en EHPAD, à quoi je sers. J'ai l'impression d'être inutile. Alors, en fait, j'ai une bonne nouvelle parce que depuis quelques années, j'ai aussi compris que l'élixir de jeunesse, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est s'impliquer dans la solidarité pour avoir une vieillesse solidaire et non solitaire. On pourra en parler bien sûr tout à l'heure, mais vraiment, je voudrais témoigner de ce que vivent des personnes qui, à partir de 60 ans, ouvrent leurs portes pour accueillir un jeune, pour l'héberger à partir de 3 mois, et pour vraiment avoir un échange, une entraide intergénérationnelle. On vit vraiment des très belles choses. Alors, je les vis personnellement à Angers depuis 5 ans, mais on a vraiment une possibilité de développer à Laval cette association. Et voilà, donc c'est un appel que l'on lance et c'est pour ça qu'on vous offrira un coup à boire tout à l'heure. Voilà, on s'appuie sur la loi Élan qui a été votée en 2018, qui développe donc cette idée de pouvoir cohabiter avec un jeune. Tout ça, c'est encadré. Nous, l'association, on est là pour justement apporter ce cadre, choisir le jeune en fonction de vos besoins et de vous accompagner. Voilà. Merci. Donc des échanges à poursuivre effectivement après la conférence pour ceux qui le souhaitent. Il y a encore une question devant. On a encore quelques minutes. Excusez-moi. Oui, moi je trouve que vieillir à domicile c'est bien, mais alors par rapport à la santé, parce qu'aujourd'hui déjà trouver un médecin c'est déjà pas facile. Si on a besoin de kiné, on n'en a pas. Parce qu'à domicile, on peut toujours avoir une ordonnance, mais par contre, avoir un kiné qui viendra à domicile, si on ne peut plus se déplacer, c'est pratiquement impossible. La coordination entre les médecins, il n'y en a pas. Parce que moi, je me dis que finalement, quand on vieillit, c'est bien beau, mais quand on a de multiples pathologies, donc entre le rhumatologue, l'endocrinologue et tout, chacun travaille dans son coin, il n'y a aucune coordination. Alors, moi, je dis, entre tout ça, c'est difficile hein, quand on est, si on est tout seul à domicile, comment on fait? Je crois que là, on est complètement abandonné hein, dans ce domaine-là. Olivier. Docteur. Je n'ai pas de réponse satisfaisante. Alors, pour le nombre de médecins, on nous dit qu'il y aura plus de médecins, mais ce ne sera pas tout de suite. J'ai pas le ressenti du manque de communication entre médecins, mais ça dépend sans doute des médecins, du nombre de délais, du temps qui est pris. Mais normalement, votre médecin traitant reçoit un courrier à chaque situation. Donc normalement, le médecin est au courant le médecin généraliste, le médecin traitant qui est référent est au courant de ce qui s'est passé sur chaque consultation. Je sais qu'il y a des ratés sur des envois d'imagerie, des envois de prise de sang. Mais globalement, ça se fait. Je pense que j'ai un retour de ce qui se fait dans la plupart des consultations. Reste la question de comment on fait quand on n'a pas de médecin traitant. Je pense qu'on est beaucoup à faire tout ce qu'on peut. Oui, effectivement, vous parlez du désert médical et aussi sur les spécialistes. Alors, c'est vrai qu'en Mayenne,
on va pas se voiler la face. Effectivement, il y a un manque de médecins. Et effectivement, après, il y a le cabinet Henri Dunant à Hilaire, à Laval. Essayez avec des médecins retraités qui effectivement, vous n'aurez peut-être pas toujours le même, mais votre dossier, il est là-bas. Alors, je sais pas, je parle comme ça, mais je ne sais pas s'ils prennent encore. Ils pourront peut-être pas tous vous prendre, mais essayez au moins ce système au cabinet Henri Dunant à Hilar, où je sais que c'est des médecins retraités et des jeunes internes, il me semble, qui alternent et qui dépannent vraiment beaucoup la population lavalloise. Oui, alors ils sont un peu débordés là, mais ils ont fait un travail d'exception, un travail vraiment de très très bonne qualité et d'exception pour. Ils le font toujours, mais ils ont pu essayer de répondre à toutes les demandes qu'ils reçoivent. Il y a un projet qui est discuté là, notamment ce soir, mais il y a un projet de liste d'attente centralisée pour les cabinets de médecine générale. Reste à voir dans quelle mesure ça se fait et comment ce sera fait. Je pense. Alors, je viens de Paris. Je me suis installé en Mayenne il y a 3 ans et demi. Je suis quand même impressionné par un des atouts de la santé en Mayenne, c'est quand même le fait qu'on se connaisse. On se connaît dans le médico-social. Il y a quand même cette volonté de coordination, je pense, de mes collègues libéraux, de travailler à l'hôpital. Quand je suis arrivé, j'ai reçu des messages de mes collègues hospitaliers qui disaient super, tu viens t'installer, on va se rencontrer, on va parler ensemble. Ça répond évidemment pas à toutes les problématiques qu'on a, mais je pense qu'il y a au moins cette volonté globale qui ne se voit pas tous les jours, qui ne répond pas du tout à toutes les questions, mais au moins cette entente qu'on a des urgences de situation. Merci. Et une question ? Oui, bonsoir, merci pour cette belle conférence. Vieillir, c'est bien quand on accepte de vieillir et qu'on vieillit dans des bonnes conditions. Mais étant infirmière de métier, je suis un petit peu souvent en colère quand on appelle les urgences pour des raisons vraiment urgentes et qu'on entend dire il a quel âge, il a quel gire, et que vous entendez dire qu'à 80 ans, de toute façon, vous n'êtes pas une priorité, et vous restez à la porte, et ça c'est du vécu, hein. Et vous restez chez vous, quoi. Ouais. Ou en EHPAD, quoi. Et ok, bien vieillir, c'est bien quand on accompagne et quand on a la chance d'être soigné, mais quand on n'a pas la chance d'accéder aux soins, je pense aussi à tout ce qui est paramédical, quand on est âgé, qu'on peut plus se déplacer, on n'a plus accès à l'ophtalmo, on n'a plus accès au dentiste, alors que c'est là qu'on en a grand besoin, on voit plus, on perd ses dents, si on peut plus manger, si on n'a plus de dents, eh bien voilà, on est dénutri et voilà, donc vieillir, ouais, mais quand on a la chance de bien vieillir. Merci. Je pense qu'il y a plusieurs questions. Si on vient sur la médecine générale, en effet, aujourd'hui, on n'a pas tous malheureusement un médecin traitant. On a quand même la chance d'avoir des pôles santé qui nous permettent d'avoir souvent un rendez-vous avec un médecin, même si ce n'est pas le nôtre. Ça, je pense que c'est la première chose, c'est de se dire... Alors, je pense que quand on a une pathologie bien spécifique, d'avoir son médecin régulier, il y a certainement une importance. Moi, je ne suis pas malade. Demain, il m'arrive quelque chose d'important. Que ce soit mon médecin ou un autre, est-ce que c'est grave ? Il faut réussir à accepter de se dire, là, je ne vais peut-être pas, moi, avoir mon médecin traitant parce que je ne fais pas partie des gens qui sont prioritaires. Et ça, je pense qu'on en revient toujours au même. Ça fait partie de ces changements de culture qu'on doit avoir. Avoir un spécialiste juste à côté de chez soi. On ne va pas se mentir, ça s'est fait il y a quelques temps. Demain, ça va devenir compliqué. Compliqué parce que les imageries se sont développées. Il y a plein de choses qui se sont développées dans la médecine et qui font qu'aujourd'hui, il faut un staff avec un minimum de personnes pour pouvoir répondre correctement et bien évaluer votre pathologie ou vos problématiques. Et j'ai envie de dire, sans doute tant mieux, parce qu'on est aussi mieux conseillé et mieux accompagné lors de certaines pathologies. Donc, il faudra sans doute faire plus de kilomètres, mais pour avoir peut-être une réponse aussi qui sera, je l'espère, de plus en plus satisfaisante et qui nous permettra de vivre dans de bonnes conditions de plus en plus longtemps. Quant à la problématique, comme vous le disiez tout à l'heure, des
dites-le nous un peu une fois, quoi. On m'a vu une fois, j'aimerais que tout le monde le sache. Alors, je vous rejoins un petit peu. On a un petit problème aujourd'hui. On a la médecine générale, on a nos médecins spécialisés, on a demain, quand on arrive dans le grand âge, les services à domicile, le SIAD, et on a après le SMS qui arrive. Idéalement, il va falloir qu'à un moment donné, et ça en train de s'écrire, il y a ce qu'on appelle les SI informatiques, donc ils sont en train de structurer les logiciels informatiques avec des passerelles qui vont permettre demain, vous êtes dans une structure, alors là ça existe déjà, vous êtes dans une structure en Mayenne et vous allez vers un centre hospitalier, votre dossier il peut passer. Avant ça passait pas, donc ça s'améliore, mais tout ça il faut du temps. Ça se fait pas comme ça. Et l'informatique, on a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années, mais c'est pas si vieux que ça non plus. Donc il y a encore des choses à écrire, à faire, et dedans il y a tout le côté sécuritaire, parce que votre dossier, vous n'avez pas non plus envie qu'il parte dans la nature comme ça, il faut le protéger. Donc ça prend du temps. Ça avance. On est conscient que pour 2050, où on va avoir un pic dans le vieillissement, il faut que tout ça soit écrit. Ça prend du temps, mais c'est en cours d'écriture. Et pour les médecins, eh bien, il va falloir que collectivement on soit tous responsables. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Les urgences, à un moment donné, si ça sature, c'est aussi parce qu'on a des personnes qui arrivent aux urgences et qui n'ont rien à faire aux urgences. J'en parle librement, j'ai plusieurs membres de ma famille qui travaillent dans les urgences. Quand vous êtes un soir de Noël et qu'il y a quelqu'un qui arrive parce qu'il ne fête pas Noël, ça fait 10 jours qu'il a mal à la jambe, il se dit bah, tiens, ce soir je vais y aller parce que j'ai rien à faire. Eh ben, c'est pas simple à gérer pour les urgences parce que c'est pas là non plus que les équipes elles sont complètes. Donc comment on fait à un moment donné pour dire bah, là quand vous me dites que ça fait 10 jours que vous avez mal et que vous arrivez seulement aujourd'hui parce que c'est là que vous avez le temps, elle est où l'urgence, quoi? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas attendre le médecin? Donc, il va falloir collectivement, quand vous emmenez votre enfant qui est en pleine santé pour une gastro, ou vous-même parce que vous avez une gastro, si vous n'avez pas de pathologie, je pense, docteur, sauf erreur, qu'on peut rester 48 heures chez soi en buvant, en s'hydratant, en mangeant un peu de riz, une banane, et ça devrait bien se passer. Donc, collectivement, il va falloir qu'on se discipline un petit peu et qu'on ose se le dire. Et pour compléter ce que disait tout à l'heure Olivier par rapport au manque de médecins, il y a l'un d'entre vous qui m'envoie justement un numéro de téléphone. Dans le pays de Mayenne, il y a bien une liste d'attente pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant qui a été mise en place. Merci. Je ne sais pas si c'était encore déjà mis en place chez nos collègues dans le Nord Mayenne. On a aussi en réponse, et encore en cours de s'armer sur des nouveaux métiers. Sur ce qui est donc là, la sécurité sociale nous demande d'embaucher des assistantes médicales pour augmenter le nombre de patients. Ça répond pas à tout, mais c'est aussi une manière, pour nous, déjà pour nous les soignants, puis c'est parfois des changements de configuration de soins. On va passer peut-être un peu de temps avec son médecin traitant, un peu moins de temps avec son médecin traitant, mais finalement, dans mon cabinet, il y a plus de temps passé avec un soignant parce qu'il y a tout un travail de soins qui est fait avec l'assistante médicale. On a des infirmières qui vont monter en compétences pour faire plus de choses. C'est toujours des solutions partielles, mais c'est des choses qui sont en train d'être mises en place petit à petit. Mais ça demande aussi le temps de formation de chaque professionnel. 10 secondes à Geoffrey, et après on laissera la parole à une dernière question avant de terminer. Juste pour répondre à votre question, comme j'ai dit tout à l'heure, en Mayenne, il y a beaucoup de projets qui sortent, il y a beaucoup de projets qui vont arriver parce qu'on est bien accompagné. Le bienveillant en Mayenne se sent vraiment fort. On parlait tout à l'heure, vous parliez que pour la perte de vue, il n'y a pas d'opticien. Et j'ai rencontré une personne qui vient d'arriver, ça s'appelle les opticiens mobiles. Et en fait, c'est une personne qui est dédiée aux seniors ou aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer, qui se déplacent chez les personnes au domicile, soit avec des petits frais au début ou quasiment rien, et qui font une revue totale de la vue, et s'il y a besoin, avec proposition de lunettes, et voilà. Donc ça, c'est des projets, encore une fois, qui arrivent au fur et à mesure, et si vous voulez, c'est les opticiens mobiles, vous regarderez, et elles sont 2 aujourd'hui en Mayenne. Voilà. Il y a aussi le réseau Basse Vision, me dit l'un d'entre vous, avec une antenne en Mayenne. On n'en a pas parlé ce soir, mais on a ce qu'on appelle la conférence ex-conférence des financeurs, qui s'appelle maintenant la commission des financeurs, qui accompagne en fait. Vous avez sur vos territoires soit les CCAS, les EHPAD, les structures associatives qui viennent déposer des dossiers pour parler de la prévention, et entre autres dans les structures médico-sociales, on a eu cette année plusieurs dossiers concernant la vue et les problèmes dentaires. Donc c'est bien quelque chose dont les structures ont conscience et
Et du coup, la commission a validé ce type de projet pour accompagner davantage, parce qu'on est d'accord avec vous, on a un vrai problème aujourd'hui quand on vieillit sur les problèmes dentaires qui ne sont plus détectés ou les problèmes de vue, où on ne refait plus en fait de mise à niveau et ça devient un problème, comme les problèmes auditifs, qui aujourd'hui sont, on n'en a pas parlé ce soir, mais l'audition, quelqu'un qui ne prend pas bien son problème d'audition au début, il se coupe de tout lien social et ça, c'est l'un des premiers drames dans l'arrêt du lien social. Merci. Une dernière question. Du coup, moi, je voulais revenir, bonsoir, sur le point des dossiers via trajectoire. Effectivement, les familles font les dossiers, c'est la procédure qui est obligatoire pour rentrer en structure. Et vous disiez que c'était bien que les familles fassent la démarche, qu'elles aillent visiter les établissements et tout. Mais en fait, la réalité des choses, c'est qu'on n'a pas le temps de faire visiter parce qu'il y a des tonnes de dossiers via la trajectoire. Moi, je suis infirmière sur une structure, sur un EHPAD, et on a des coups de téléphone, pas journaliers, mais presque, pour venir voir la structure. Et au vu de la charge de travail, on n'a pas forcément le temps de faire visiter la structure, de prendre ce temps-là. Par contre, moi, la structure où je travaille, on nous a permis quand on sélectionne des dossiers via trajectoire, de faire des visites de pré-entrée. Et maintenant, du coup, voilà, on nous a permis, enfin moi j'ai cette mission-là sur ma structure, d'aller rencontrer les personnes, de prendre un vrai temps avec les gens à partir du moment où on a de la place, où on en sélectionne 2 à qui on peut proposer, à laquelle on va présenter la structure. J'y vais accompagnée de la psychologue et en fait moi j'y participe depuis 2 ans et en fait sur les entrées c'est un réel bénéfice parce que ça prépare les personnes, ils nous rencontrent, ils ont des visages, ils ne sont pas sortis du lieu où ils sont et mis dans l'EHPAD avec plein de soignants qu'ils ne connaissent pas. On leur a déjà expliqué le fonctionnement, on leur a demandé aussi leurs attentes, leurs loisirs, tout ça. Et du coup, on prépare les entrées. Et ça, je trouve que c'est très bénéfique. Mais dans l'autre sens, faire visiter à tout le monde, ce n'est pas possible, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas possible, il y a trop d'appels. Mais moi, j'invite les autres infirmiers, s'ils peuvent avoir cette mission-là. C'est très important sur les entrées et on fait des meilleures entrées. Alors, ça n'exclut pas de temps en temps des gens qui vont très mal vivre leur entrée, mais ça permet quand même de préparer les choses gentiment et d'avoir un premier contact. Et ils se sentent aussi, ils sentent qu'on voilà, on vient vers eux les rencontrer, qu'on prend ce temps-là, soit dans leur lieu de vie, soit dans... Là, aujourd'hui, moi, j'ai fait une entrée, c'est une personne qui était dans un établissement de type foyer-logement et qui ne peut plus. Donc, on a été la rencontrer là-bas et la transition s'est bien faite. On rencontre soit aussi les familles ou les aidants les plus proches ou l'équipe de service à domicile pour prendre le maximum de renseignements. Et ça, je trouve que voilà, c'est bénéfique. Donc, je voulais le partager parce que ça fait 2 ans que moi, j'y participe et je trouve que pour les entrées, c'est important. C'est ce qu'on appelle le projet de vie et qui est oui, quasi ça, obligatoire pour chaque entrée. Moi, quand je disais d'aller visiter, c'est vrai que souvent, aujourd'hui, l'entrée en EHPAD, elle se fait un petit peu vite, c'est-à-dire il y a une place qui se libère voilà, on dit aux familles, il y a une place qui se libère, c'est oui, c'est non. En gros, vous avez 24-48 heures. Moi, je trouve ça violent. Je trouve ça violent de donner une réponse en 24-48 heures pour choisir un établissement où on va aller finir sa vie, clairement. Donc moi, quand je vous dis d'aller visiter en amont, c'est pour être prêt justement quand vous allez avoir cet appel de 24-48 heures en disant bah oui, j'ai visité il y a... Après, j'entends la charge de travail. Je l'entends, la charge de travail. Mais je trouve que c'est bien d'aller visiter avant, ce qui n'empêche pas ce que vous faites depuis 2 ans sur la visite. Voilà, j'ai une place. La personne, elle a eu le temps de réfléchir, elle sait ce qui se passe dans votre structure et elle choisit d'aller dans votre établissement ou pas. Et après, effectivement, je comprends aussi que quand c'est des personnes qui sont en attente à l'hôpital et les lits dans les hôpitaux, ça sature, il faut sortir. Mais je pense qu'on a le droit de refuser une place ou 2 parce que l'établissement ne nous convient pas. Enfin, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Ça rejoint en tout cas beaucoup de moments dans cette soirée qui ont été évoqués sur le fait d'anticiper pour être acteur de sa vie, finalement, quelle que soit l'étape de sa vie. Moi, je tiens à vous remercier parce qu'on a eu une belle soirée avec des échanges sincères. Merci à chacun de nos intervenants qui ont accepté de jouer le jeu.
J'avoue, quand on a préparé avec Muriel, on ne savait pas trop On ne savait pas trop où on allait ni comment y aller, mais on est vraiment heureux de cette soirée. Merci à chacun. On vous propose, comme habituellement, après ces soirées Bien vieillir en Mayenne, de poursuivre avec un temps d'échange. Elles vont se préparer. Ensemble de Génération et Double Étincelle, qui sont 2 partenaires de Bien vieillir en Mayenne, qui vont nous offrir le pot qui va suivre. Moi, je voulais juste remercier parce que ce qui ressort vraiment de ces échanges, c'est qu'il existe des solutions au niveau institutionnel, au niveau collectivité. Et ces solutions, on peut les avoir, comme on l'a évoqué, par différentes portes. Mais je pense que la première des solutions, c'est qu'il y ait vraiment ce changement culturel qui s'opère et que ce changement culturel, il passera par chacun d'entre nous. Accepter d'être conscient déjà de la situation et de savoir apporter chacun par ce qu'on est, par nos compétences, nos capacités auprès des personnes qui nous entourent, quel que soit finalement notre état de vie et nos fragilités. Merci aussi à chacun pour votre fidélité. Ça fait 10 ans cette année que Bien vieillir en Mayenne existe, fondé par Philippe Royer et Nicolas de Mondeville, pour ceux qui suivent les conférences depuis cette époque-là. Merci à chacun de nos partenaires qui nous soutiennent fidèlement depuis ces 10 années. Et merci aux bénévoles et merci à chacun d'entre vous déjà pour votre présence ce soir. On vous donne rendez-vous à l'automne prochain. On n'a pas encore de date ni de thème fixé, mais on vous tiendra au courant par la newsletter. Et puis vous trouverez à la sortie de cette salle, comme j'évoquais tout à l'heure, les partenaires ont mis des dépliants sur une table, donc n'hésitez pas à vous servir et éventuellement à échanger avec les uns les autres. Certains sont ici, de façon à pouvoir poursuivre les échanges. Merci beaucoup.